sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. J'aime qu'on pleure et qu'on rit dans un film, je trouve ça très beau. Avoir la capacité de faire rire à un moment où il faudrait pleurer, mais en fait, plutôt que de pleurer, on rit et on rit-pleure, c'est hyper fort. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous voyez le générique à la fin du film se dérouler de noms ? Je me suis toujours demandé ce que cela faisait de figurer dans cette liste. D'un côté, ça veut dire qu'on a contribué à la création d'une œuvre d'art, et de l'autre, on est un nom parmi des centaines d'autres. J'ai été à la rencontre d'une personne qui a figuré sur un générique vu par des centaines de milliers de personnes, et nous avons parlé de son métier. Cet épisode est donc l'enregistrement d'une conversation avec Agathe Pastorino, scénariste, mais également auteure. Elle m'a reçu chez elle, entre deux rendez-vous d'écriture, un bon thé, et c'est parti pour un échange détendu et authentique. Agathe nous plonge dans son métier de création, en nous expliquant les étapes de la conception, en partageant ses moments de gloire, tout comme ses moments de doute. Nous abordons la question de la légitimité d'écrire, celle de l'importance de mettre de soi dans son œuvre, et les compétences nécessaires, comme la curiosité, le lâcher-prise, l'envie et l'écoute. Vous entendrez l'importance du feedback que l'on donne et que l'on reçoit. Cet exercice périlleux pour la création, mais si vital pour les créatifs. Agathe aime les histoires qui ont du sens, et en particulier les comédies. Elle partage la joie de faire rire son public en maniant l'humour. Bonne écoute. Bonjour Agathe. Bonjour Perrine. Agathe, on va y aller direct. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Je suis auteur, scénariste, principalement scénariste pour l'instant, mais aussi auteur parce que j'aimerais écrire une bande dessinée aussi. Et puis parce que j'estime que, au sens plus large du terme, en fait, scénariste, c'est également être auteur. Donc voilà. Mais auteur de quoi ? De livres, de films ? Auteur de séries et de films et bande dessinée, donc. D'accord. Donc l'image, c'est important dans ce que tu composes. Ouais, l'image est primordiale dans ce que je compose et effectivement, en écrivant, il faut que je pense aussi image. Tu travailles à ton compte, toute seule ? Je travaille à mon compte dans un premier temps parce que les idées viennent de moi. Et puis ensuite, c'est des idées que j'essaie de développer dans un premier temps un peu pour moi, pour savoir où je vais. Et ensuite, une fois que j'ai une idée un peu plus précise de où j'ai envie d'aller, je vais aller la proposer à des producteurs pour essayer de vendre l'idée et qu'ensemble, on aille chercher un diffuseur. D'accord, donc l'idée vient de toi, tu travailles toute seule au début ? Majoritairement, je pourrais travailler avec d'autres personnes directement, d'autres scénaristes pourraient venir me voir ou des réalisateurs pourraient venir me voir pour me demander de travailler avec eux sur une idée qu'ils ont eue eux. Mais c'est vrai que j'aime bien m'approprier l'idée. Enfin, j'aime bien que ça vienne de moi, en fait. J'ai beaucoup réfléchi. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en partant de mon ancien travail, je travaillais chez Gaumont avant. Je m'occupais de choisir les films pour Gaumont.
Et ça s'appelle Faire du développement. Et je travaillais aussi en collaboration avec les auteurs, en les aidant dans l'écriture. Et en partant, je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler pour moi, donc pour mes idées. Tu avais des idées de scénario depuis très longtemps que tu as mis en œuvre ou finalement ça devient au fil de l'eau? Mais la première idée que j'ai eue, c'est la raison pour laquelle je suis partie de chez Gaumont. C'est une idée qu'on a eue communément avec la réalisatrice avec laquelle j'ai coécrit mon premier film qui s'appelait Telle mère, telle fille, donc de Noémie Saglio. Donc cette idée-là, on l'a eue ensemble. Et puis après, j'en avais une autre que je développe actuellement, qui est devenue une série qui au départ était un film, donc que j'avais eu plus tôt, mais qui se fait plus tard. Et ensuite, ça vient au fil de l'eau, en fait, au fil des recherches, des envies. C'est très long, non, comme processus? Mais en fait, c'est même plus que assez long, c'est très long. Ça peut être rapide aussi, ça dépend de l'idée, ça dépend si c'est ce qu'on appelle dans le jargon du cinéma un high concept ou pas. C'est pas parce que c'est high concept que c'est facile à développer, mais mine de rien, c'est plus facile à vendre. Donc ça va être parfois vendu plus vite et développé dans le même temps, ou parfois si c'est des idées un peu plus complexes, on va dire, ça prendra plus de temps. Mais majoritairement, pour écrire un long métrage, ça peut prendre 1 an et demi à 3 ans. Tu peux nous donner un exemple de high concept? Par exemple, mon film qui s'appelait Telle mère, telle fille, c'est l'exemple même d'un high concept, en fait. C'est une mère et sa fille tombent enceintes en même temps, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se résume en une micro-phrase dans laquelle il y a absolument toute l'histoire, en gros. Parce qu'on voit aussi bien les antagonismes que l'ironie dramatique, tout y est. Voilà. Et ça, personne te dit, tiens, en ce moment, y a ce sujet-là sur lequel tu pourrais te pencher parce que ça serait bien qu'on reçoive des scénarios dans ce domaine-là. Il peut y avoir ça, mais disons qu'il faut faire attention à ça aussi. Parce qu'après, ça devient des recettes, en fait. Et je me rends compte que les recettes, c'est pas forcément ce qui, me touche le plus au cinéma. Donc, c'est vrai que le premier film que j'ai fait a tout d'une recette, avec quand même une potentielle profondeur derrière aussi, c'est de parler des rapports mère-fille. Mais donc voilà, il faut être assez vigilant quand même à là où on va. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai essayé de prendre du temps récemment pour comprendre ce que j'avais envie de faire. Une des questions qu'on pose à tout le monde et assez tôt dans le podcast, c'est une demande. Est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel qui t'a marqué, dont tu es fier? Alors, sur un énorme truc ou un petit truc? C'est justement, encore une fois, c'est le film que j'ai réussi à faire, parce que je me rends compte que mon rêve d'enfance, c'est d'écrire, que l'écriture, c'est quelque chose de compliqué pour plein de raisons. Et la première, c'est la légitimité qu'on a à écrire. Est-ce qu'on est légitime à écrire ou pas? Est-ce qu'il faut se poser cette question d'ailleurs ou pas? Parce que peut-être que le fait de ne pas se la poser, ça fait aller plus rapidement. Que j'ai fait 10 ans de cinéma avant autour de ça, sans jamais faire ça. Et qu'un jour, d'ailleurs après la naissance de ma fille, je pense que ça a été un vrai tremplin. Je me suis dit, il faut le faire en fait, il faut y aller, puis tant pis, on verra ce que ça donne. Et non seulement ça s'est fait, mais en plus ça s'est fait rapidement, ça s'est fait avec une réalisatrice que j'aime beaucoup, ça s'est fait avec des actrices et des acteurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect aussi et d'admiration. Donc oui, ça a été un vrai succès, enfin en tout cas pour moi. Après, le film n'a pas été un grand succès en salle, mais puisqu'il a fait 200 000 entrées, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas non plus mauvais du tout, loin de là. Mais en tout cas, voilà, personnellement, ça a été mon plus grand succès. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis de toi pour en faire un succès? Ce que j'ai mis de moi, c'est... j'ai mis mes tripes sur la table, en fait, parce que je suis enfin allée au bout de ce que je rêvais de faire. Et que ce soit bien ou pas bien, d'ailleurs, mais j'ai réalisé mon rêve. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place qui est très, très fort, en fait, qui est plus fort que le reste. Ça nous appartient. C'est ça. Mais c'est pas une histoire biographique, c'est pas ton histoire, donc c'est une création.
quelque chose que tu avais dans ta tête. Et ça veut dire que tu as très bien écrit, tu as très bien conçu, tu as très bien imaginé comment ça pouvait plaire, comment tu as fait, c'est quoi ta recette pour que ça soit un succès? Non, c'est d'avoir vu juste, en fait, je pense, sur le fait que ça puisse être un sujet qui nous touche tous, parce que s'imaginer enceinte en même temps que sa mère à 35 ans, enfin, c'est juste, je pense que c'est un sujet qui ne peut qu'être universel. Donc, c'est trouver dans le sujet l'universalité du sujet, en fait. Dans un sujet qui est très personnel, puisqu'on parle d'une mère et de sa fille, de trouver l'universalité de l'ensemble. Et ça, c'est ça qui est super quand on arrive à trouver ça. Et puis après, d'arriver à mettre, c'est dans les dialogues aussi, c'est génial quand on arrive à mettre de soi dans les dialogues aussi, quand on arrive à utiliser sa propre expérience, les propres blagues qu'on a pu sortir, et de mettre son humour, sa patte dans quelque chose qui ensuite va être lu par des actrices, parce que en l'occurrence c'est Camille Cotin et Juliette Binoche qui l'ont lu et qui ont accepté de le faire. C'était quand même, c'était super. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis de moi? J'ai mis une grande partie de moi et de l'humour que je peux avoir. Et puis en collaboration avec la réalisatrice Noémie, avec qui on a écrit, c'est un ensemble ces deux personnalités qui se mettent ensemble, c'est intéressant. Tu t'appuies sur ton humour, et c'est vrai que c'est un film avec beaucoup d'humour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, l'humour? Oui, l'humour, c'est quelque chose... pour moi, de toute façon, c'est primordial. J'adore rire, j'adore faire rire. Et effectivement, je pense que la comédie, c'est quelque chose qui m'attire franchement. Après, la comédie avec du fond, c'est quelque chose qui m'attire franchement. J'aime qu'on pleure et qu'on rit dans un film, je trouve ça très beau. Avoir la capacité de faire rire à un moment où il faudrait pleurer, mais en fait, plutôt que de pleurer, on rit et on rit-pleure. Ça, je trouve que c'est hyper fort. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que parallèlement et paradoxalement, l'humour, c'est tellement intime que réussir à faire quelque chose qui touche le plus grand nombre, c'est très très dur. Et je me rendais pas compte que ça puisse l'être à ce point, en fait. Comment est-ce que comment est-ce qu'on s'entraîne? Comment est-ce qu'on apprend ça? En faisant, je pense qu'il faut faire. Et puis, il faut être curieux de l'autre. Et puis, faut pas lésiner aussi à s'interroger sur tout, à être curieux de tout, c'est hyper important. C'est le plus dur. Quand tu dis que tu l'as coécrit, ouais. Comment ça se passe la coécriture justement? Parce que c'est particulier. C'est particulier. En même temps, ça se passe hyper. Ça peut se passer très facilement. C'est-à-dire que on va passer beaucoup de temps à deux d'abord à tout déblayer, à se raconter l'histoire, à se raconter les personnages, à se raconter ce qu'on a envie de se raconter. On va prendre des notes par rapport à ça. Et puis après, ensemble, on va essayer de construire une histoire, on va faire des post-it, on va les coller au mur, on va essayer de tirer de tout ça la colonne vertébrale, etc. Et puis après, on va se partager le travail, en fait. Donc, et puis faire du ping-pong. Donc parfois, je vais prendre une scène et puis je vais l'envoyer à ou au co-auteur qui va la reprendre, qui va me la renvoyer, etc. Et puis on avance un peu comme ça. Donc voilà. C'est assez... généralement, il y a pas une façon de faire, il y en a plusieurs, et c'est généralement lié à l'association des deux personnes, en fait. C'est vraiment très... il y a pas de règle. Et c'est quoi ton co-auteur de rêve? Qu'est-ce qu'il a comme compétence, comme personnalité? Comme compétence et comme personnalité, déjà j'ai envie que ce soit quelqu'un qui ait vraiment une belle énergie, qui soit vraiment dans une vraie énergie, une vraie envie, qui a envie de rêver, qui a envie de rire, qui a envie de porter la chose toujours plus loin, mais en sachant lâcher prise aussi à certains moments, qui soit dans l'écoute, dans le partage, qui soit pas qui se vexe pas si jamais et puis qui ne juge pas non plus l'autre, parce que c'est hyper important de pas se faire juger pendant le process d'écriture, parce que sinon c'est juste un enfer, parce que là on se sent minable et voilà, alors que pour avoir une bonne idée il faut vraiment beaucoup de mauvaises idées, sinon ça fonctionne pas. Et donc quelqu'un qui a une vraie empathie aussi, et puis soit très carré dans sa manière de réfléchir, en fait.
Voilà, je pense que c'est important d'être parce qu'il y a une vraie grammaire dans l'écriture et qu'il faut la maîtriser. C'est hyper important. Et que ça, encore une fois, c'est l'expérience. Et toi, t'avais appris à donner du feedback, parce que j'entends quand même pas mal les échanges en travaillant. Vous répondez sur vos textes, chacun propose, l'autre répond. Toi, t'as appris à donner du feedback à l'autre? Ouais, c'était mon métier avant, en fait. Mon métier avant, c'était de travailler en collaboration avec les auteurs, mais sans écrire, et de leur donner mon point de vue, en fait, sur le texte. Parce que je pense que la chose la plus compliquée quand on est auteur, c'est la solitude du travail, c'est la solitude de l'écriture, et qu'à un moment donné, on n'a plus de recul, et c'est primordial d'avoir quelqu'un de confiance qui nous dise, encore une fois avec gentillesse et respect, ce qui va ou ce qui ne va pas. En fait, il faut avoir confiance en cette personne-là pour écouter ce qu'elle dit et pour partir du principe qu'elle peut avoir raison ou tort. Donc voilà, donc ça a été mon métier pendant 10 ans. Et que tu as appris comment, ce métier-là? En lisant des scénarios tout le temps, en discutant avec les auteurs tout le temps, en allant au cinéma et puis en discutant avec les gens. Donc tu t'es forgé ta propre appréciation de la qualité des textes, de ce qui était attendu, parce que c'est pas forcément la qualité qui est attendue, mais... Ouais, je me suis forgé ma propre opinion, et puis surtout, on avait, dans la société dans laquelle j'avais travaillé avant, on avait des comités comme un comité de rédaction en fait, pendant lesquels on discutait des différents scénarios qu'on avait pu lire, ou des livres, ou des pièces de théâtre qu'on était allé voir, et puis on décidait ensemble du potentiel que ça pourrait éventuellement avoir sur le public, et on décidait si on allait les faire ou pas, et une fois qu'on décidait de les faire ou pas, et on accompagnait l'auteur dans la création de son œuvre. Voilà. Quand tu travailles avec un co-auteur, c'est toujours toi qui le choisis, ou il peut être imposé? On peut me conseiller des gens, mais on me les imposera pas, non, parce que c'est pas du tout dans l'intérêt ni du producteur ni dans le mien qu'on m'impose qui que ce soit. Si on arrive à un stade où on est vraiment perdu dans le scénario et que rien ne va plus, éventuellement on peut nous imposer un consultant, qu'on estime être la personne juste, mais ça arrive plutôt tardivement dans le process en fait. C'est si vraiment il y a un blocage. En amont, non. C'est plus l'auteur qui va avoir le choix de son co-auteur. Ton projet, ton objet que tu as créé, tu le suis jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point tu as la main ou tu perds la main? C'est un peu tout le truc aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que tu n'es que scénariste sur un film ou une série, ou est-ce que tu es scénariste réalisateur, ou est-ce que tu n'es que réalisateur? En France, c'est rare qu'on ne soit que réalisateur, donc on est souvent scénariste, réalisateur et scénariste. Et quand on n'est que scénariste, ça s'arrête au moment où le film entre en tournage, en fait. On n'a plus vraiment de possibilité de donner son avis. Donc c'est assez compliqué, ça. Mais être réalisateur, c'est un autre métier encore, non? Réalisateur, c'est complètement un autre métier. C'est le métier du terrain, en fait. C'est la mise en image de l'histoire. Donc, c'est complètement autre chose. Donc ça, c'est un autre métier. Si tu veux garder la maîtrise de ton projet, ou une maîtrise de ton projet, il faut que tu ailles sur ce terrain-là. Donc, il faut que tu acquières ces nouvelles compétences-là pour pouvoir bien faire ce métier jusqu'au bout. Et c'est même pas une question de bien le faire ou de pas bien le faire. C'est une question d'avoir la main sur l'entièreté de l'œuvre. Mais on est rarement bon scénariste et bon réalisateur. On est souvent plus l'un que l'autre. Et si on est les deux, c'est vraiment qu'on est une énorme star, quoi. Donc c'est beaucoup plus rare. Mais bon, en France, généralement, comme le scénariste... en France, la frontière est délicate, en fait, et résultat, beaucoup veulent être à la fois scénariste et réalisateur. Pas forcément pour les bonnes raisons. D'accord. Enfin, selon moi. Ouais. Et tu me parlais de BD. Ouais. Donc là, c'est complètement autre chose. Mm-hmm. Là, tu peux pour le coup peut-être pas dessiner toi-même la BD. Ah non, je dessine pas moi-même. Je trouve... voilà, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire une bande dessinée est assez simple. C'est que j'ai un ami qui dessine et dont j'aime beaucoup les dessins. Et parmi ces dessins, j'en ai vu un qui m'a sauté aux yeux
et qui m'a fait imaginer plein de choses. Et donc, j'en ai discuté avec lui en lui disant, mais dis-moi, ce dessin quand même est fou. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un café pour discuter de cet ours et de cette femme qui discutent tous les deux à la terrasse d'un café. C'était ça, en fait, un ours et une femme qui discutent à la terrasse d'un café. Et il me fait, bien sûr, discutons-en. Et donc, je lui ai dit, voilà ce que ça m'évoque. Il me fait, tiens, c'est marrant, moi, ça m'évoque ça. Je sais pas, moi, ça. Et de fil en aiguille, on en a tiré une histoire qu'on essaye de mettre en place. Voilà. Mais c'est encore un tout autre univers que je connais peu. Je m'intéresse pas mal aux romans graphiques. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des choses incroyables qui se font. Mais après, en termes d'écriture, c'est encore une autre grammaire. Parce qu'on peut faire des ellipses dingues. On peut, Et puis, d'un point de vue, par contre, de l'imaginaire, on peut laisser libre cours total à l'imagination. C'est incroyable. On peut faire ce qu'on veut, en fait, avec les personnages. Si j'ai envie de lui faire pousser des ailes, je fais pousser des ailes. Si j'ai envie que l'image suivante, il vole, il peut voler. Enfin, c'est quand même marrant. C'est encore un autre champ des possibles, quoi. T'as toujours été curieuse comme ça pour passer d'un projet aussi créatif à un autre projet aussi créatif? Oui, j'essaye en tout cas. Je pense que je pourrais l'être encore plus curieuse parce qu'en fait, il y a un côté un peu insatiable. Et puis après, quand on rencontre d'autres personnes qui savent encore d'autres choses, on se dit, waouh, en fait, je sais rien par rapport à ce qu'il est possible de savoir. Et puis quand on arrive dans un autre univers où on est tout nouveau et que, en fait, il y a un nombre de choses à savoir gigantesque. C'est toujours, c'est compliqué. On a toujours l'impression de gravir un peu des échelons et puis bim, on retombe. Donc c'est compliqué. Si on le voit comme une montagne, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est un chemin, quoi. C'est important, je pense, de le voir comme ça. C'est pas facile. Comment est-ce que tu organises ta vie professionnelle autour de ces différents sujets que tu mènes de front? Je les organise par jour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont dédiés à tel projet et d'autres à d'autres projets. Donc voilà, et puis après, c'est en fonction aussi de l'agenda de mes co-auteurs ou dessinateurs. Et puis on se débrouille comme ça. Et après, il y a des plages aussi où je suis seule pour continuer le travail qu'on a initié à deux. Donc voilà, mais moi je travaille majoritairement de toute façon durant la journée. Je suis pas trop quelqu'un du soir. Je peux avoir des fulgurances comme ça le soir et les noter, mais je vais pas, je vais pas bosser la nuit. Tu vas pas te réveiller à 2 heures pour faire ton script? Non, j'aime bien dormir en fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un professionnellement qui t'a inspiré, qui a été un personnage incroyable pour toi, peut-être un mentor Non, étonnamment, j'ai jamais eu de mentor et c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. J'aurais bien aimé avoir un vrai mentor, mais j'ai pas eu cette chance. Et puis maintenant, je pense que c'est plus le moment d'en avoir un non plus. Donc voilà. Après, des gens qui m'inspirent, oui, mais pas des gens qui sont à côté de moi en fait. Je peux avoir des réalisateurs qui m'inspirent ou réalisateurs et réalisatrices. De toute façon, homme-femme, c'est même pas le problème. Il y a des talents qui m'ont inspiré, ouais, très clairement. Tu peux nous en citer un? J'adore le cinéma d'Iñárritu que je trouve fou en fait. J'avoue qu'il m'a toujours ému, il m'a toujours bousculé. Voilà, il y a une violence, il y a une force, il y a des émotions qui sont pures, quoi, qui sont assez dingues. J'aime beaucoup Almodovar aussi, j'aime sa folie, j'aime la richesse de ses couleurs, de ses personnages. Réalisateur aussi complètement dingue. Wes Anderson, Wes Anderson, pareil, un univers unique. D'ailleurs, parfois il se prend un peu à son propre piège parce que c'est dur de sortir d'univers aussi fort. Mais je pense que c'est vraiment 3 réalisateurs moi qui m'ont énormément marqué justement par leur folie, leur tempérament. Et j'aime les films de personnages. Je trouve ça assez dingue. Ouais, c'est difficile par rapport à d'autres métiers où là il y a une vraie part de créativité, de personnalité et d'univers, comme tu dis.
Parce que j'aurais eu envie de te poser la question de qu'est-ce qu'ils mettent d'eux pour que ça soit des gens incroyables. Bah, en fait, ils ont créé, ouais, c'est ça, ils ont créé leur univers. Bah, ce sont eux, ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui en fait un métier, je pense, très inégal. Et c'est là que c'est assez dur. C'est-à-dire qu'il y a les génies, puis il y a les autres, quoi. Et les génies, je pense qu'ils savent même pas qu'ils le sont. Ils savent même pas pourquoi ils le sont. C'est l'histoire de leur vie, c'est la manière dont leurs cellules s'imprègnent de la vie qui fait qu'ils sont ça et qui mettent ça dans leur personnage. Moi, je sais que j'en serais incapable. Donc parfois, c'est une vraie question. C'est se dire, est-ce qu'on continue alors qu'on n'est pas capable de ça? On n'est pas capable de ça, quoi. De ça, qui est si beau, qui est si tellement hors norme. Et c'est vrai que dans des métiers comme les nôtres de création, enfin, moi, ça me pose un vrai problème de me dire que je serai jamais hors norme. C'est compliqué, et à la fois, ça n'empêche le bonheur quand on a mis de soi et qu'on a l'impression qu'on l'a bien fait et qu'on a été hyper en adéquation avec ce qu'on est, quoi. Et c'est ça, c'est trouver, en fait, où est le point de ralliement entre soi et l'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'on est soi à ce moment-là, là-dedans, quoi, dans un sujet qui peut être d'ailleurs très éloigné de nous, mais qu'on met nous, quoi. Ouais, ça prend du temps. C'est important. Trouver ton univers, ou est-ce que parce que entre le film que tu citais et la future BD, aujourd'hui, moi, je le vois pas instinctivement, mais peut-être que je me trompe. Ou est-ce que toi, justement, c'est la variété, c'est cette capacité à avoir plein d'univers différents qui va faire ta Non, moi, j'aimerais avoir mon univers, mais je sais pas si... Voilà, je pense que j'ai démarré il y a peu de temps, finalement, et que ça demande encore du travail, et que, non, j'ai pas... j'aimerais l'avoir, je ne sais pas si je l'ai. Comment est-ce que tu trouves l'énergie pour repartir, te rebooster quand tu as des moments où c'est difficile, ou des moments où tu te perds, ou des moments où tu es fatigué? Bah, en fait, souvent je me dis je vais arrêter, très sincèrement. Et après, je me dis bon, alors ok, t'arrêtes. Bon, bah là c'est bon, c'est fini, donc t'arrêtes. Et alors, bah demain, tu vas faire quoi? Je suis incapable de répondre à cette question. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc, je recommence. C'est juste ça. Et je sais pas, tu fais pas du sport pour te changer les idées, pour te vider la tête? Ah si, après je fais du sport, je marche, je fais du yoga, je vais chanter. Après après je fais plein d'autres trucs, je voyage. J'aime faire plein de choses. Donc voilà, mais disons que enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est fait de haut et de bas. Beaucoup plus de bas que de haut, mais que quand il y a un haut, il rattrape tous les autres bas. Donc c'est déjà assez chouette. Mais c'est la question, elle est hebdomadaire, si ce n'est quotidienne, quoi. De j'arrête ou pas. Et puis un jour, on sait pas. En fait, c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est que si ça se trouve, un jour, paf, tout va basculer de l'autre côté. Et on se dit, ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi j'ai pas arrêté, en fait. J'imagine qu'il y a peut-être des jeunes qui viennent te voir pour te demander des conseils. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis d'y aller, en fait. On s'en fout, quoi. C'est un chemin de vie. Je leur dis de surtout pas se laisser empêcher par qui que ce soit, parce que le qui que ce soit en question va venir avec ses frustrations et ses mauvais conseils, parce que de toute façon, c'est plus la même période, c'est plus le même moment, c'est plus les mêmes interlocuteurs, c'est plus le même cinéma. Tout évolue et que voilà, et que c'est comme dans tout en fait. Il y a ceux qui réussissent bien, pas, mieux, plus, pas du tout. Bon, et que de toute façon, si on tente pas, on sait pas. Hein, donc voilà. Mais je leur dis, allez-y, foncez, mais foncez bien, faites-le de manière constructive en fait. Faut apprendre l'univers dans lequel on est, faut regarder autour de soi, faut comprendre l'environnement. Et pour le comprendre, faut être curieux de cet environnement. On fait pas du cinéma si on va pas au cinéma. C'est pas possible. Si on fait pas de la série, si on regarde pas des séries, petit à petit, on trouve les bons interlocuteurs et on y va. Mais non, jamais surtout pas les casser ou tenter de leur faire une image trop brutale ou trop dure d'un milieu, parce que voilà.
Qu'est-ce qui dit que ma perception à moi ou ma frustration à moi fait pas qu'aujourd'hui j'ai ce discours-là? C'est ridicule. Donc non. Puis c'est un beau métier en plus, donc voilà. J'essaie de leur donner des conseils positifs. Et toi, t'aurais aimé qu'on te dise quoi? T'aurais aimé apprendre quoi plus tôt? J'aurais aimé écrire plus tôt, j'aurais aimé apprendre à écrire plus tôt, j'aurais aimé que quelqu'un me dise vas-y, t'as envie d'écrire, fais-le, viens, je te montre, ou viens travailler avec moi sur une histoire, ou bon voilà. Après, je crois que tout ça c'est une question de moment, et que faut pas non plus. Je pense que j'étais pas forcément prête avant, donc. Mais oui, j'aurais aimé commencer à écrire plus tôt, et surtout qu'on me pousse à faire ce que j'aime plus tôt. Voilà, qu'on n'essaie pas de me mettre dans des cases, et qu'on me dise t'as envie de faire ça, mais vas-y. Qu'on t'encourage en fait à vivre. Ouais. À vivre ta passion ou tes envies. Ouais. Et ça, c'est l'éducation, hein. Tout ça. Donc. Mais bon, après, dans l'absolu, on s'en fout. Ça vient quand ça vient, et puis l'essentiel c'est de savoir quand ça vient que c'est le bon moment en fait. Donc ça j'y crois vachement. Je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que il y a un moment, la vie nous met aussi sur le chemin, sur le bon chemin. C'est pas grave le reste. Notre podcast il traite des compétences comportementales. Est-ce qu'il y a des choses sur ce sujet-là dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler? L'importance du savoir-être dans ton métier, l'importance... En tout cas, moi, je sais que pour construire une histoire, faut pas avoir peur de là où elle va nous mener, en fait. Donc, par rapport au comportement vis-à-vis de l'écriture, je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir lâcher prise, et c'est hyper important. Et résultat, ça se répercute même dans la vie en règle générale. C'est-à-dire que, à force de vouloir maîtriser quelque chose, finalement, on l'enferme. Et que justement, en s'ouvrant un peu plus, en laissant faire, en lâchant prise, ça peut nous emmener parfois sur des terrains qui sont inconnus, et ce qui quelque part fait peur, et en même temps ça peut être très enrichissant, quitte même à revenir sur le terrain initial en étant plus fort. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un vrai écho en tout cas entre l'écriture et la vie, et le comportement dans la vie. Et que ça ouvre beaucoup de portes de ce point de vue-là. Et que c'est un vrai terrain d'expérimentation, en fait, qui permet dans la vie aussi d'obtenir des réponses. C'est assez marrant de ce côté-là. Mais je sais pas si ça répond à la question, mais très. Voilà. C'est intéressant. Le côté lâcher prise, c'est intéressant de voir que si tu tiens trop, parce que justement on avait l'impression que c'était stressant, c'était compliqué d'aller au bout de ton projet, et en fait ce que j'entends aussi c'est qu'il faut, si t'es trop sur ton sujet et que tu n'arrives pas à lâcher prise, tu le feras pas avancer. Ouais. Donc ça doit être un juste équilibre à trouver, ou des moments où... Ouais, c'est ça, c'est un juste équilibre, c'est des moments, et puis parfois faut prendre la problématique dans un autre sens, par un autre prisme, et ça change vachement la donne, et c'est pareil dans tout, je pense. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est intéressant. On arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel? De raconter le plus d'histoires possibles qui m'appartiennent. Au plus grand nombre, ou ça c'est pas important pour toi? C'est important pour moi. Ouais. C'est important parce que je pense que si j'arrive à toucher les gens, c'est qu'il se passe quelque chose. D'accord. Voilà. Très bien. Merci Agathe. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leur projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.